Bien, nous sommes toujours à ce forum Impact Santé. Si vous avez suivi nos débats depuis ce matin, on a beaucoup parlé en fait de l'avenir de notre système de santé. C'est le 80e anniversaire de notre sécurité sociale, système fondé en 45 sur des bases que chacun connaît. Et effectivement, on va s'interroger dans ce débat public-privé, faut-il choisir, savoir si pour les 80 prochaines années, il pourra être maintenu dans les mêmes conditions. Évidemment, il doit évoluer. Jean-François Delfecy l'a dit un peu ce matin, on va évidemment connaître des changements. Le sondage, peut-être que vous avez assisté tout à l'heure à la présentation, dont on parle dans la tribune dimanche, mais un petit peu les pieds dans le plat et pose la question d'une privatisation. 6 Français sur 10 redoutent une privatisation de notre système de santé. Et plus étonnant, 25% d'entre eux vont presque jusqu'à la souhaiter, considérer qu'en tout cas, le rôle du secteur privé peut être utile pour son efficacité. Alors pour en parler, on a essayé d'être à la fois dans la nuance et dans l'équilibre, comme toujours à la tribune, en faisant venir un ancien ministre de la Santé, le 8e d'Emmanuel Macron. Vous étiez là l'an dernier, Frédéric Valtou. 7e ou 8e, je ne sais plus, on ne les compte plus. Aujourd'hui, président de la Commission des affaires sociales et ancien président de la FHF. À vos côtés, Lamine Garbi, qui est le président de la Fédération de l'hospitalisation privée, donc pour représenter le privé. Bonjour Lamine Garbi. Et à la droite de Frédéric Valtou, Raymond Lemoine, qui est le directeur général des Hospices civils de Lyon, peut-être pour représenter le public. Alors, l'idée n'est pas d'avoir un débat caricatural, bien sûr, mais peut-être ma première question à vous trois, et peut-être je vais commencer avec, pour mettre tout de suite les pieds dans le plat, c'est comme je le disais sur le privé, avec vous, Lamine Garbi, sur le rôle du privé aujourd'hui dans notre système de santé. Il ne s'agit pas de remettre en cause, bien sûr, l'ensemble de ces équilibres. Ça reste un système fondé en grande partie sur la solidarité nationale, mais ce serait intéressant que vous rappeliez aujourd'hui le poids, le rôle de ce secteur privé, des cliniques privées. Et puis, on parlera évidemment de la financiarisation, mais ça sera peut-être dans une seconde partie. Moi, je me sens bien parce que je me sens important là. Ça fait des années que je dis qu'on doit privatiser les hôpitaux publics. Alors voilà, je pense qu'on y est. On y est. Il y a une folle envie aujourd'hui de se dire que le privé n'est pas si radioactif que ça, il n'est pas si délétère que ça. Et donc je me sens bien. Voilà. Il y a 1000 cliniques sur le territoire, on prend en charge 9 millions de patients, on réalise 35% de l'activité avec 17% des ressources. C'est pas mal ça. Ça s'appelle On est content de savoir l'efficience. que vous êtes en bonne santé, en tout cas. Oui, et puis je suis pas dans la nuance, ça vous l'avez compris. Parce que sinon, on va rapidement s'ennuyer, et puis avec C'est mes pas débatteurs l'objectif. que je connais par cœur, parce que je sais ce qu'il va dire, on va vivre ma vie, et Frédéric, hein, je vais dire du bien du public, et tu vas dire du bien du privé, comme ça va changer sur la table ronde. Et puis avec Raymond, c'est vrai qu'on se connaît depuis des années, et on s'apprécie. Mais on a des divergences fortes. Juste un petit mot sur la HAS. Moi, je suis un fervent défenseur de la HAS sur la certification. Mais j'ai un problème de résultat. On est non certifié ou on est certifié à 99%, ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incitation à la qualité. Et ceux qui sont non certifiés, ils doivent être fermés, hein. Un établissement non certifié doit être fermé. Dans les 3 mois, dans les 6 mois, il faut qu'il fasse autre chose. Il n'y a pas d'incitation. Donc moi, je regrette qu'il n'y ait pas cette incitation-là. C'est quoi la particularité du privé? C'est qu'il y a une sanction économique. Rien. Zéro. Il y a des établissements dans le privé qui sont non certifiés aujourd'hui, donc on leur donne 3 à 6 mois pour se repositionner. Un établissement non certifié, c'est qu'il a rien foutu, hein. Il a rien foutu. C'est-à-dire que la qualité, il ne sait pas ce que c'est, il n'a pas fait un process, il a pas formé ses médecins sur le rôle, je dirais, de la qualité médicale. Donc ça, il faut qu'il change de métier. C'est clair, quoi. Et si on a 99% sur les 400 critères, 99% de réussite, c'est binaire, hein, c'est oui, c'est non. 400 critères, oui, non. Ben, il faut quand même une incitation financière discriminante. Alors, liberté de choix public-privé, il faut qu'on le préserve. On a la chance d'avoir un système privé qui fonctionne bien. Et moi, je viens du Sud, chaque fois que je viens à Paris, c'est un peu la sinistrose, quoi. Parce que sur les territoires, quand je fais le tour de mes établissements, ben, il y a quand même des sourires. Il y a des sourires, il y a des médecins heureux, il y a des personnels médicaux, paramédicaux heureux, et heureusement, on soigne bien, encore. Et sur les moyens, alors Marisol Touraine était là, quand elle a quitté le ministère, l'ONDAM, l'Objectif national des dépenses d'assurance maladie, c'était 200 milliards. 200 ou 195.
Aujourd'hui, c'est 260. Comme disent pas qu'il n'y a pas d'argent. Le budget de la justice, c'est 20 milliards. La justice, c'est compliqué. Hein. Pour avoir une décision, c'est pire qu'un rendez-vous chez le médecin. Là, c'est quelquefois des années pour avoir une décision de justice. Même simple. Une décision simple, c'est des années. Heureusement que nos amis médecins sont plus rapides pour donner des rendez-vous. Là aussi, sur les rendez-vous, si vous allez chez Doctolib, vous trouvez des médecins. Mais quelquefois, il faut faire l'effort. Moi, je passe mon temps aujourd'hui à trouver des rendez-vous pour des IRM, des scanners ou des dermatos, des gynécologues. Mais avant de prendre ce rendez-vous-là, je dis, mais vous avez été sur informatique, sur Doctolib pour trouver des rendez-vous, et il y en a. Donc aujourd'hui, les moyens, moi je trouve qu'il y en a assez. Mathias a dit tout à l'heure, j'aime bien parce qu'il est provoquant et j'ai beaucoup d'affection pour lui parce qu'on s'est tellement écharpé sur les plateaux radio et les plateaux télé qu'on est arrivé après à trouver un point commun. Il y a trop d'argent. Il le dit. Sur son service des urgences, il n'arrive pas à trouver des médecins la nuit. Moi non plus. Moi j'ai 4 services d'urgence. Mon souci premier aujourd'hui, ce que je ne connaissais pas, c'est mes directeurs, ils n'arrivent pas à remplir les tableaux de garde de médecins libéraux. Avant, les médecins libéraux, ils s'arrangeaient entre eux pour organiser la continuité des soins. Aujourd'hui, ils me disent, je ne suis pas là demain. Et aujourd'hui, pour avoir un médecin de nuit, c'est entre 1200 et 1500 euros la nuit. 1200 à 1500 euros la nuit. La loi Rist, qui avait encadré les tarifs, elle est loin, et tout le monde a contrevenu cette loi-là. C'est l'enfer. Il n'y a plus de médecins aujourd'hui les nuits dans les services d'urgence. On en a 122 dans le privé, on aimerait en prendre beaucoup plus, mais on n'arrive pas à trouver les médecins. Et sur le danger du privé, je l'entends très bien parce que on me dit, toi, le privé, si tu veux fermer ta maternité, tu la fermes demain et tu rends compte à personne. Et tu t'en vas et tu claques la porte. Oui, c'est vrai. On le fait pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'équilibre économique et on ne trouve pas de médecins. Mais sur les 10 dernières années, 50 maternités ont été fermées. 50. La moitié dans le privé, la moitié dans le public, ce sont des faits. On pourra retrouver l'énoncé de mes propos. Donc c'est vrai que le privé fait peur. Alors moi j'aimerais parler de mission et non plus parler de statut. Il faut que nos missions soient équivalentes à celles du secteur public. Parce que c'est vrai que le secteur public, c'est souvent la dernière lumière allumée le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche. C'est vrai. Mais nous aussi on est présents. Il y a une grande réforme de la permanence des soins, on est présent. On est présent. Et qu'on ait les mêmes missions, le statut public-privé doit disparaître. Parce que de toute façon, 50% des copains sont en déficit. 50%. Alors, je sais bien, on va parler de la financiarisation qui existe en biologie, aujourd'hui en radiologie. Nous, dans les cliniques, ça fait des années que les fonds de pension sont là, ça fait 30 ans, on vit avec. Et il n'y a pas d'impact sur le fonctionnement direct de l'établissement. C'est-à-dire que le fonds de pension, il est là, lui, pour avoir de la croissance et tous les 5 ans, revendre sa participation. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, parce que les financements sont difficiles et les résultats sont en berne. Voilà, 50% des copains sont en déficit. Mais qu'on puisse donner des garde-fous, qu'on puisse nous accéder à ces fameuses missions de service public sur l'enseignement, la recherche, c'est important parce qu'on fait beaucoup de recherche, on n'est pas reconnu pour ça, et qu'on puisse accéder aux missions de prévention, on en a parlé, la prévention, on en fait tous les jours, et sur la pertinence. Moi, la pertinence, ça fait des années qu'on en parle, elle ne marche pas parce qu'il n'y a pas de contraintes. Alors, évaluer un parcours de santé et de soins, je ne sais pas ce que c'est, mais je ne sais pas ce que c'est. Du tout. Je ne sais pas ce que c'est. Par contre, me dire ça, tel acte, tu ne le fais plus, là, je comprends. Là, je comprends. Merci beaucoup. On a écouté en tout cas votre plaidoyer avec intérêt. Je voyais Raymond Lemoigne réagir. Peut-être donner le point de vue de l'hôpital public sur ce danger perçu par les Français d'une remise en cause du système. Et est-ce que finalement, par rapport à ce que vous avez entendu de Larmine Garbi, on peut imaginer dans l'évolution du système une meilleure complémentarité entre le secteur public et le privé? Donc je vais essayer d'être un peu plus dans la nuance que Lamine, mais pour dire un certain nombre de choses. Premier point, la crise du système de santé, si on reprend nos propos il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, je pense qu'on utilise les mêmes vocabulaires, c'est autrement dit, y compris la notion de sinistre. Les seuls éléments un petit peu nouveaux qui sont apparus, c'est il y a le vieillissement de la population avec un autre type de demande de santé sur
la chronicité de la personne âgée, la chronicité de la pathologie de la personne âgée. Ça, ce sont des vraies questions en termes de santé publique. C'est la fragilisation de l'offre de soins primaires, de la première organisation, de la première ligne de soins primaires. Et l'hôpital, il n'est pas uniquement, c'est pas que l'hôpital privé qui va sauver le système, et ce n'est pas que l'hôpital public. Autrement dit, moi, je ne suis pas là pour refaire le monde. Il se trouve que notre système de santé, il a une histoire, et cette histoire est une histoire très complexe, qui fait qu'il y a un secteur hospitalier privé, parfois très brillant, un secteur privé lucratif qui assume ses missions, et un secteur public qui a réussi à être parmi les organismes les plus résilients sur ces dernières années. Donc la question qui est posée n'est pas du tout « est-ce que je refais le monde ?», c'est « mais quels sont les grands enjeux pour demain ?» Les grands enjeux pour demain, c'est comment je redonne envie aux professionnels de santé d'exercer une médecine qui les attire et qui ne se fasse pas au prix de politiques de surenchère sur les rémunérations, et donc une stratégie de dévoiement. Premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est comment je réenchante la première ligne. Ça ne sert à rien d'avoir des hôpitaux publics brillantissimes, des CHU capables de s'adapter à des innovations technologiques, si à un moment donné, on n'a pas accepté de travailler sur la première ligne de l'organisation des soins primaires dans tous les territoires. Et on accepte que les solutions qui fonctionnent à Montpellier ne seront pas celles qui fonctionnent à Lyon, pas plus qu'elles fonctionneront à Fontainebleau. Et ça a toujours été ainsi. Et la troisième... Est-ce que vous pouvez parler plus près du micro, pardon? Voilà. Et la troisième grande angle, autrement dit, on admet et la troisième point, c'est de dire on a besoin d'investir encore dans le système de santé. Et donc cet investissement, où est-ce qu'on va aller le chercher? Ça, c'est des vraies questions. Est-ce que c'est de l'argent public? Est-ce que c'est de l'argent privé? Juste pour répondre à la question public au privé, on admet qu'il y a plusieurs questions dans cet énoncé-là. C'est est-ce qu'on veut des offreurs publics? Est-ce qu'on veut des offreurs privés? Vous avez compris que ma réponse a été de dire on a le droit d'être nuancé, on assume l'organisation actuelle et on essaie de faire en sorte que le système actuel fonctionne correctement avec des offreurs publics et des offreurs privés. La deuxième question, c'est parce qu'à l'intérieur de l'offreur privé, Lamine ne l'a pas dit, mais il y a une ribambelle, il y a une hétérogénéité complète de l'offre privée lucrative. Vous ne vous ressemblez pas, et Lamine, son job, c'est de défendre l'hospitalisation privée lucrative contre le reste du monde, mais c'est aussi de faire en sorte que ce système-là se parle à lui-même et parle une seule voix. C'est vrai aussi pour l'hospitalisation publique. Le privé, ce n'est pas que l'hospitalisation privée, c'est aussi le secteur libéral. Le secteur libéral, la médecine ambulatoire, c'est quoi le paysage de la médecine ambulatoire pour demain? Puis après, il y a la question de est-ce que c'est un financement public ou un financement privé? Il y a bien deux questions. La question de l'offre, est-ce qu'on veut une offre publique, une offre privée? Est-ce que dans l'offre privée, on intègre la médecine libérale? Oui, non. Et puis après, la question de dire, le financement, est-ce qu'il est public? Est-ce qu'il est privé? Et lorsqu'on a cette vision-là, je reviens à mes deux préconisations, qui est de dire, acceptons de considérer que les enjeux pour demain, c'est l'organisation des soins primaires de premier recours, c'est-à-dire comment je gère les soins non programmés, le vieillissement des maladies chroniques, comment je les gère dans notre pays, pour que les patients concernés soient après embarqués dans un parcours de soins qui sécurise la qualité de leur prise en charge. Et la deuxième grande question, c'est est-ce que je vais avoir besoin d'investissements privés? Et pour dire les choses, la question c'est de dire est-ce qu'on a fait ce qu'on a fait pour les cliniques privées, ce que l'on a fait pour les laboratoires de biologie, est-ce que notre pays veut qu'on le fasse pour les cabinets de radiologie? Est-ce que notre pays veut qu'on le fasse pour les cabinets de soins primaires pour demain? Ça, c'est une vraie question. Ma préférence, je considère que je veux un monde où il y a du secteur libéral, mais avec un leadership médical. Et donc je ne suis pas partisan, à date, de la financiarisation de l'organisation et de l'offre de soins primaires de ce pays. Alors, on a envie d'entendre Frédéric Valtou au nom de toutes ces casquettes passées ou présentes, et de ses combats un peu quand même sur ce sujet de la financiarisation. C'est un sujet que vous avez porté souvent en disant attention de ne pas aller trop loin. Est-ce qu'aujourd'hui on est à un moment de bascule et par rapport à ce qui a été dit? Est-ce qu'il faut mettre des garde-fous? Est-ce que du fait du manque de moyens, le prochain budget de la santé ne va pas être évident? Et on voit bien qu'il y a des régulations nouvelles, il y a peut-être des idées nouvelles à aller chercher. Oui, il y a des idées nouvelles, oui, il y a
des recalages, en tout cas, dans le rôle et les missions d'intervention de chaque acteur. Je pense que public ou privé, il faut dépasser ce débat-là. On a besoin du public, on a besoin du privé, et faire penser que le public pourrait fonctionner avec les règles du privé ou que le privé doit totalement fonctionner uniquement avec, comment dire, les missions d'intérêt général à porter, ce serait mentir aux Français. Je pense que la réponse finalement des Français que vous avez interrogés, elle est hésitante. Ils ne sont pas effrayés par le privé, mais ils n'en ont pas forcément envie. Ils comprennent qu'il faut composer avec le privé parce que c'est aussi un élément de stimulation du public. Mais on voit bien en quoi les enjeux de santé sont d'abord des enjeux publics lorsqu'on parle effectivement de proximité, lorsqu'on parle d'accès aux soins, lorsqu'on parle d'un certain nombre de financements tout court et d'un certain nombre de missions d'intérêt général. Donc c'est vrai qu'il y a en permanence à se réinterroger sur l'efficience du système, la qualité des coopérations qui peuvent être créées, la facilité de ces coopérations. Elles existent dans certaines spécialités de manière assez facile. Aujourd'hui, en radiologie, dans tous les territoires, il y a des coopérations, et depuis très longtemps, entre le public et le privé qui permettent effectivement que ces questions-là, finalement, sont des questions d'intendance qui sont réglées de manière technique, mais pour les patients, ils ne savent pas très bien finalement quel est le statut de celui qui est en train de l'accompagner et de le prendre en charge. Et ce qu'on a réussi dans certaines spécialités, il faut qu'on arrive effectivement à le réussir dans d'autres, de manière à faciliter ces coopérations. Donc on a besoin de tout le monde. Et évidemment, la solution n'est pas de faire croire que les règles du privé peuvent permettre de sauver les hôpitaux. Si on regardait le nombre de cliniques qui sont en difficulté financière, on serait étonné aussi de l'importance des établissements qui aujourd'hui tirent la langue. Il le disait pour les hôpitaux, mais je commande. Ah, pour les cliniques, pardon. Ah, pour tout le monde, d'accord. Non, il était tout à fait dans l'honnêteté. Mais Frédéric, est-ce qu'il n'y a pas une tentation de ce qu'on a vu dans le secteur de la biologie, on vient d'en parler, que dans d'autres secteurs, la radiologie en particulier, avec tous les progrès, l'arrivée de l'IA, il y a une forme de financiarisation, c'est-à-dire que des fonds d'investissement viennent dans un secteur de la santé qui, par ailleurs, est assez tranquille, parce qu'il y a une forme de rente quelque part, il y a toujours la sécurité sociale qui rembourse à la fin. Et donc, est-ce qu'on pourrait connaître une forme de privatisation de spécialités comme la radiologie après la biologie et une concentration, du coup En fait, je pense qu'on doit être exigeant quant aux règles de régulation du système. C'est-à-dire que les financements de la sécurité sociale sont justement pas des rentes et la sécurité sociale n'est pas un guichet dans lequel on vient chercher effectivement chaque mois ou chaque année ce qui permet de fonctionner et pour des opérateurs uniquement financiers, ce qui permet de prospérer. Je pense qu'en face, on doit, de manière beaucoup plus forte qu'aujourd'hui, affirmer l'exigence d'exercer des missions qui sont là pour le coup, qui peuvent être des missions d'intérêt général ou de service public, enfin on les appelle comme on veut, mais qui sont la contrepartie de cet accès à la solidarité nationale. Et cette exigence-là, ça doit être des exigences liées au sujet de la permanence des soins, liées à l'efficience, liées effectivement à un certain nombre de regards qu'on doit avoir, que l'assurance maladie doit avoir, et qui permettrait aussi peut-être de réguler l'enthousiasme de certains fonds financiers qui, effectivement, aujourd'hui, peuvent avoir l'impression que c'est open bar quand on arrive à mettre le pied donc dans certains pans. Pardon ? C'est pas open bar. Ben pour moi, ça doit l'être de moins en moins, et c'est ce qu'on a essayé de construire. Je pense que public et privé, c'est un nouveau contrat qui doit être aujourd'hui inventé, où le privé doit faire la démonstration qu'il peut, tout autant que le public, assumer un certain nombre de missions de service public de manière pleine et entière, et donc pouvoir émarger sans qu'il y ait de débat à des financements qui sont finalement des financements solidaires, donc quasi publics. Et à partir de là, je pense que cet équilibre sera trouvé. On a aujourd'hui ouvert, il y a maintenant 18 mois, l'intention de voir les cliniques assurer de manière beaucoup plus pleine et entière, par exemple, les questions de permanence des soins. Ouvrir le week-end, le soir après 20h et les jours fériés. Je ne suis pas sûr que dans les territoires, les choses se fassent de manière tellement plus forte qu'il y a 18 mois. Et donc, c'est aussi à la responsabilité de tous les acteurs de pouvoir montrer que, quel que soit leur statut,
ils assument aussi, là où ils sont, des missions d'intérêt général. On a pour la première fois dans la convention médicale qui a été signée en juillet dernier, mis des indicateurs, je crois qu'il y en a 17, l'assurance maladie a mis des indicateurs pour suivre aussi ce qu'est l'engagement des médecins libéraux sur les questions de permanence de soins, de prise en charge de patients qui n'ont plus de médecin traitant et voilà, d'un certain nombre d'indicateurs qui visent à permettre de mesurer, alors c'est modeste, mais c'est la première fois qu'on le fait, de mesurer dans le temps, effectivement, l'évolution des pratiques, l'évolution des prescriptions, l'évolution des modes de prise en charge et des modes d'intervention. Donc, c'est cette culture-là qu'il faut qu'on arrive sans doute à développer et à pousser plus loin dans un pacte public-privé qui soit plus transparent, plus franc, où chacun assume des missions effectivement plus claires. Merci Frédéric Valtou. Peut-être un mot, Lamine Garbi, sur cette notion de contrat. Et de pacte. Dans contrat, il y a droit et devoir. Et en ce moment, on parle beaucoup de la médecine libérale, qui sont en grève, nos médecins libéraux, sur cet objectif de régulation, notamment sur la liberté d'installation. Est-ce que vous évoquiez la difficulté à avoir des médecins dans les cliniques la nuit? Comment est-ce que vous abordez, vous, du point de vue du secteur privé, est-ce qu'on est là aussi à un moment où on atteint un point de non-retour? Et il faudrait essayer quand même de remettre, comment dirais-je, un petit peu de régulation dans ce système. Ouais, moi, je suis contre la coercition des médecins parce qu'on a besoin des médecins et les contraintes, ça ne marchera pas. Après qu'ils aillent 2-3 jours par mois en cabinet secondaire, on le fait déjà. Donc la proposition du gouvernement vous semble réaliste? Elle semble intéressante. Mais je ne suis pas le porte-parole des médecins. Il faut faire attention quand on parle des médecins parce que tout de suite après, ils viennent vous expliquer que occupe-toi de tes champs particuliers, moi je m'occupe de la médecine. Donc voilà, il faut faire attention. Mais par contre, je pense qu'ils aillent sur des territoires, et on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire que on est tous en fonctionnement de groupe, qu'on soit groupe national ou groupe régionaux, on a des médecins qui ont des cabinets secondaires et qui vont au plus près de la population. Ça se fait depuis toujours, que ce soit encadré, je veux bien, c'est une avancée et je pense que les syndicats médicaux vont travailler là-dessus. Un mot sur la financiarisation. Raymond en a parlé. La financiarisation des cliniques privées, je suis financiarisé. J'ai pas de fonds de pension, mais j'ai des dettes bancaires, donc c'est pareil. La pression que je mets, c'est la pression sur mes directeurs. C'est-à-dire que chaque mois, j'ai l'activité, chaque mois, j'ai un bilan. Et je mets une pression sur les achats, sur les charges et sur l'activité. Il n'y a pas de pression sur les médecins. Il n'y a pas de pression sur les médecins. Et le directeur qui met une pression quantitative sur un médecin libéral, il est fou. Il est fou. Il est fou. Ça ne marche pas. Par contre, les fonds de pension sur la radiologie, il y a un lien direct entre le fonds de pension et le radiologue, et il a des contraintes de temps, de volume et d'activité. Et là, il y a un réel danger. Il y a un réel danger lorsque le fonds de pension a une activité, je dirais, coercitive ou contraignante sur un médecin. Et là, je suis opposé. Avec un risque finalement d'une médecine à plusieurs vitesses ou oui, et de rationnement de médecine soins. De volume, de rentabilité, parce que nous, les fonds dans les cliniques privées, c'est 1 milliard d'euros d'investissement chaque année. S'il n'y avait pas les fonds, il n'y aurait pas 1 milliard d'euros d'investissement. Et il n'y a pas, malgré tous les fantasmes qu'on peut avoir, de distribution de dividendes. Ils ne distribuent pas de dividendes. Les majors, Elsan, Ramsay, Vivalto, Almaviva, il n'y a pas de distribution de dividendes. Donc partant de là, si vous voulez, le fonctionnement qui est ancien chez nous. C'est quand même lucratif comme secteur. Mais de moins en moins. Quand on a 2% de rentabilité, on est content. 2% de rentabilité, on est content. Et 50%, je le redis, des copains sont en déficit. Mais c'est difficile. Frédéric, un mot là-dessus? Oui, mais alors, sur les dividendes, j'en sais rien. Je ne suis pas dans les secrets des conseils d'administration et je ne lis pas les... Oui, mais je ne m'intéresse pas au bilan financier des groupes. Il y a une vraie différence entre le public et le privé, et on débat de ça depuis des années. C'est que le privé, souvent, dans certains établissements peu vertueux, mais dans certains établissements nombreux, organise effectivement sa prise en charge en fonction, effectivement, d'une sorte de business plan qui fait qu'il y a des actes qui sont rémunérateurs, il y en a qui le sont moins. Il y a des patients qu'on peut prendre et il y a des patients qu'on envoie à l'hôpital. À l'hôpital, il y a la tarification. Il y a une complexité qu'on peut assumer ou une complexité qui coûte cher et qui ne rentre pas dans les grilles d'analyse de vos actionnaires. Enfin, je pense que je ne suis pas complètement trop loin du sujet.
Une minorité. Non, mais il y a à l'hôpital, mais il y a, donc, il y a c'est la une autre tarification à approche. l'activité aussi. Donc. Alors que chez Raymond Lemoine, n'importe quel patient qui passe la porte de l'hôpital, il est pris en charge le mieux possible, et il faut l'espérer, mais il est pris en charge. Et on ne se pose pas la question, effectivement, de savoir si on ne va pas le renvoyer à l'établissement d'à côté. Voilà, donc ça reste une différence, malgré tout, de fond qu'on ne dépassera pas, et qui fait qu'on ne peut pas opposer public et privé ou rêver que l'un se fonde dans l'autre. C'est une différence consubstantielle à ce qu'est chaque établissement. Et voilà, donc quelques mots, Raymond Lemoine, peut-être pour conclure, parce que évidemment c'est toujours trop court ce genre de débat, mais sur, on en parlait en préparant cette table ronde, c'est quelle serait pour vous finalement la meilleure synthèse, le meilleur profil d'évolution de notre système de santé public-privé dans l'avenir, sachant qu'on en parlera beaucoup cet après-midi pour celles et ceux qui seront là. On a également tout le financement de l'innovation, l'arrivée, je parlais de l'IA, de la data, on parlera des jumeaux numériques, enfin il y a des progrès absolument considérables qui doivent bénéficier évidemment au plus grand nombre. Et comment s'assurer que ce soit dans l'hôpital public ou dans l'ensemble d'un parcours de soins qui peut inclure le privé, finalement on en donne accès à tous. Je vais essayer de terminer par une petite pirouette. La question, c'est de dire privé ou public. Et la question, c'est de dire... Près du micro. C'est quoi le privé? C'est-à-dire, le privé, il est multiple. Est-ce que c'est l'hospitalisation privée? Est-ce que c'est les fonds qui vont investir dans les cabinets de radiologie demain? Et donc, la question, c'est de dire avec qui je dois négocier, avec qui je dois travailler. Et première observation. Deuxième observation, dire il faudrait que la rappeler, la santé, c'est 260 milliards d'euros. Ce budget, il est peut-être mal gouverné, à coup sûr, parce qu'effectivement, à 260 milliards d'euros, on a le droit d'être un peu plus exigeant. On a le droit de considérer qu'il y a des nouveaux contrats à passer, une nouvelle façon de penser le système de santé. Deuxième point, y compris en étant transparent, parce qu'il y a quand même, le secteur, il n'est pas aussi transparent que ça. Troisième point, c'est de dire, mais peut-être qu'on ne sait plus ce que c'est qu'un établissement de santé demain. L'établissement de santé, ce n'est pas le CHU tel que je suis en train de le diriger en ce moment. Ce ne sont pas les cliniques que dirige Lamine Garbi. Demain, on va demander de plus en plus à un CHU d'animer un territoire universitaire de santé, de gérer des relations privilégiées avec des hôpitaux de proximité, avec des maisons de santé pluriprofessionnelles, avec des centres de santé, avec des organisations de soins primaires, comme certaines cliniques vont le faire. On ne sait pas demain ce que c'est qu'un cabinet de radiologie. Il va y avoir de plus en plus d'autres organisations de soins. Et donc, le message pour demain, c'est qu'il faut aussi qu'on accepte, y compris avec l'intelligence artificielle, une façon de penser les parcours de santé, les prises en charge, qui ne soient plus prisonniers de dire est-ce que je parle à un médecin ou est-ce que je ne parle pas à un médecin? Est-ce que je parle à un établissement de santé ou à un non-établissement de santé? Il y aura d'autres façons de réfléchir sur ce qu'on va appeler demain le service de santé. Frédéric, peut-être un mot sur le budget 2026, juste pour en conclusion. Ce PLFSS, vous allez être au cœur, comme président de la Commission des affaires sociales, de ce budget. Il est particulièrement difficile. On parle de cauchemar pour l'État, mais je ne sais pas comment vous voyez les choses. Est-ce qu'on peut trouver un budget 2026 de la santé qui ne fasse pas souffrir ou Lamine Garbi ou l'hôpital public? Alors, sur les réponses qui seront apportées, j'en sais encore rien. On est invité demain matin à 8h à la première réunion pour commencer à faire atterrir des hypothèses budgétaires pour 2026. Ce qui est vrai, c'est qu'on a un déficit. On va avoir un déficit. On va constater en 2025 un déficit aux alentours de 23 milliards d'euros pour les comptes sociaux. Je rappelle qu'en 2020, pleine année Covid, on était à 28 milliards, donc finalement pas tellement loin. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'épidémie majeure et on est plutôt dans un déficit structurel donc inquiétant. Et donc, effectivement, il va falloir sans doute, certainement, inévitablement, arriver à dépenser différemment. Moi, je suis effectivement de ceux qui disent qu'il faut arrêter de faire croire que, comme le disait, je crois, Mathias Vargon tout à l'heure, on manque d'argent en matière de santé. Ça a été rappelé, 262 milliards en 2025. Il y a largement de quoi financer la santé et la prise en charge des Français. Simplement, il faut arriver à la rendre effectivement, à rendre le système plus efficient et sans doute à revoir les parts des uns et des autres. Et on sait qu'on a un système dans lequel il y a beaucoup de déperdition.
il y a beaucoup de dépenses inutiles, il y a beaucoup qui ne sont pas de manière volontaire des détournements, ce n'est absolument pas le sujet. C'est la mauvaise qualité d'organisation, c'est le manque de fluidité dans les, dans les organisations, dans les coopérations, dans les modes de financement. C'est un système qui aujourd'hui repose sur des règles de financement qui ont été inventées par Alain Juppé quand il était Premier ministre, mais c'était il y a plus de 40 ans. L'ONDAM, avec ses enveloppes fermées qui ne correspondent plus tellement aussi au modèle de financement. Hiver 95, pour ceux qui s'en souviennent. Voilà. C'est un modèle de financement de l'investissement qui n'est plus du tout adapté. En tout cas, pour le public, aujourd'hui, il y a une énorme difficulté à financer l'innovation, à financer l'investissement. Il faut revoir tout ça. Il y a des idées qui courent. Est-ce que les hôpitaux aujourd'hui, ou demain plutôt, doivent être toujours propriétaires de leur immobilier? C'est des idées qui circulent. Est-ce qu'il ne faut pas les décharger de cela, comme d'autres opérateurs publics ou privés ont pu le faire? Ça s'est fait dans le privé, dans pas mal d'entreprises. Ça s'est fait dans le privé, ça aussi se fait dans le public. Leur immobilier. On citait le ministère de la Justice tout à l'heure. Le ministère de la Justice a une approche un peu différente et qui a évolué dans son approche de l'immobilier qui le concerne. Bref, en tous les cas, aujourd'hui, on arrive au bout d'un système qui ne sait plus financer l'innovation, qui sait mal financer l'investissement, qui épuise ceux qui le servent, c'est-à-dire les soignants. Il y a des règles de financement à remettre en cause. Le problème, c'est que depuis des années, la valse des ministres, et je suis bien placé pour le savoir, a fait qu'on a reporté d'année en année la résolution d'un certain nombre de problèmes structurels qui sont toujours devant nous et qu'on ne pourra pas toujours, comme Sisyphe, pousser la boule. Mettre la poussière sous le tapis. On en parlera avec Yannick Neuder qui sera là à 12h40, votre successeur, pour voir s'il a des idées nouvelles, effectivement. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat vif mais intéressant.